Le projet Salmoclim, donc c'est un projet qui s'inscrit dans un programme plus large, qui est un programme sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture, de la forêt et des milieux aquatiques, et qui est un programme qui est mené par l'INRA. Et dans l'adaptation, il y a deux choses. Il y a une partie, effectivement, de voir un petit peu comment tous ces systèmes vont réagir au changement climatique, mais aussi comment on peut promouvoir le fait que cette adaptation se passe bien et, disons, pour le mieux, éventuellement avec des bénéfices pour les sociétés humaines. Dans le cadre de ce grand programme qui est mené à l'INRA, qui est un sujet d'intérêt pour l'INRA, nous, on a décidé de proposer un projet qui soit ciblé sur le saumon atlantique. Alors, plusieurs raisons à ça, d'avoir choisi le saumon atlantique. La première, c'est que c'est un patrimoine naturel qui est un patrimoine naturel fragilisé par l'action de l'homme, et on est situé, c'est une espèce d'eau froide, et on est situé en limite sud de l'aire des répartitions, donc en France, en limite sud de l'aire de répartition de l'espèce. Et donc on s'attend à ce que le réchauffement climatique ait des effets sur le saumon atlantique. Alors le deuxième aspect, c'est que le saumon atlantique, il a une biologie un peu particulière, on y reviendra tout à l'heure, mais qui fait que c'est un bon modèle pour étudier les effets du changement climatique. Et puis l'autre chose, c'est que le saumon atlantique, c'est une espèce qui est très étudiée. Donc on a la chance sur cette espèce d'avoir beaucoup de connaissances qu'on peut mobiliser pour étudier l'adaptation au changement climatique. Donc le saumon atlantique, c'est une espèce de poisson un peu particulière qu'on appelle des poissons diadromes. Diadromes, ça veut dire qu'ils vivent en fait dans deux milieux. Ils vivent à la fois en eau douce et à la fois en eau de mer. Donc ça les soumet à des pressions liées au changement climatique qui vont être différentes dans l'océan et en milieu d'eau douce. Mais il faut savoir que ce qui se passe en eau douce, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important chez le saumon atlantique, puisque la reproduction et l'élevage des jeunes vont se faire en eau douce. Donc le saumon, il se reproduit, on va dire, pour faire très simple et schématique. Le saumon, il se reproduit au mois de décembre, essentiellement chez nous, en eau douce, dans nos cours d'eau, hein, maintenant dans les fleuves côtiers. Ensuite, les jeunes vont naître, on va dire, au mois de février-mars. Ils vont éclore à ce moment-là, puisque les espèces de poissons, ça pond des œufs, donc après ça, il y a un temps d'incubation et les jeunes éclosent. Et ils vont ensuite rester 1 ou 2 ans en eau douce. Suivant leur croissance, en fait, s'ils grossissent très vite et que ça se passe bien, eh ben, ils pourront partir au bout de simplement 1 an en mer. S'ils grossissent plus lentement, ils vont éventuellement rester en eau douce. Ils vont partir essentiellement, il y a une fenêtre de migration pour le saumon atlantique, c'est le mois d'avril. Donc en mois d'avril, c'est là où les jeunes saumons, qui font à ce moment-là, on va dire entre 12 et 18 cm, quittent la rivière pour partir dans l'océan. Ils vont y rester entre 1 an et demi et 2 ans. Ils vont avoir une forte croissance puisqu'ils partent à 12-18 cm, mais ils vont revenir comme des individus qui font entre 2 kg et on va dire 5 à 6 kg pour une taille qui va varier entre 55 cm et 80-90 cm. Donc vous voyez qu'il y a un accroissement de taille qui est très spectaculaire en mer. Et autre particularité du saumon, quand ils vont revenir, en fait, ils vont revenir dans leur rivière natale pour l'essentiel. Donc ils font ce qu'on appelle du homing, c'est-à-dire qu'ils reviennent à la maison. Et ça, c'est une stratégie qu'on retrouve très fréquemment dans le monde animal. Il y a beaucoup d'espèces qui reviennent sur leur lien de naissance pour se reproduire. Il y a une petite particularité quand même du saumon atlantique, et on retrouve ça d'ailleurs chez pas mal d'espèces de salmonidés. C'est la capacité pour les mâles à se reproduire extrêmement précocement. C'est-à-dire que je vous ai dit que les individus, en fait, ils partaient en mer et qu'ensuite ils allaient se reproduire. Donc c'était des gros individus qui faisaient entre 55 cm et 90 cm. Mais les mâles, certains, sans aller en mer, vont pouvoir participer à la reproduction en eau douce. Et à ce moment-là, ils se reproduisent alors qu'ils font des tailles beaucoup plus modestes. Ils vont faire entre 10 et 14 cm. Et malgré leur petite taille, ils vont pouvoir participer à la reproduction. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le monde animal. Ces tactiques alternatives, on dit, de reproduction, qui ne concernent que les mâles chez le saumon atlantique, avec des gros individus, qui généralement sont des individus qui vont chercher à être dominants sur les autres pour accéder à la reproduction et transmettre leurs gènes, et d'autres qui vont avoir des tactiques dites furtives, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur leur petite taille pour pouvoir participer à la reproduction, je dirais, pratiquement à l'insu des gros individus qui ne vont pas se rendre compte qu'ils vont s'immiscer dans la reproduction. Voilà.
Donc au moment de la reproduction, il y a une dernière caractéristique qui est quelque chose d'assez dominant chez le saumon atlantique, c'est le fait qu'il y a une mortalité massive après la première reproduction, mais c'est ce qu'on appelle une espèce sémelpare, c'est-à-dire qu'il ne se reproduit qu'une fois au cours de sa vie et meurt après sa première reproduction. Donc le projet Salmoclim, il prend comme modèle biologique le saumon atlantique et il s'intéresse à différentes choses. Alors on regarde donc l'adaptation au changement climatique sous ces deux aspects, c'est-à-dire comment le saumon va pouvoir s'adapter au changement climatique, mais aussi comment on pourrait agir sur les populations pour favoriser cette adaptation du saumon au changement climatique. Donc il y a toujours ces deux aspects dans le projet. Mais le premier aspect, donc cette question assez générale, en fait, elle nous a amené à nous poser une question plus fondamentale et particulière qui concerne les mécanismes par lesquels vont se passer l'adaptation du saumon au changement climatique. Et chez ces espèces, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que beaucoup de choses qui se passent chez le saumon, et je vous l'ai dit un petit peu en décrivant le cycle biologique, elles sont réglées par la croissance des individus. C'est-à-dire en fonction de la vitesse à laquelle les individus vont croître et grandir, eh bien, ils vont faire des choix qu'on dit d'histoire de vie, c'est-à-dire en gros à quel âge ils vont partir en mer, s'ils vont se reproduire en eau douce ou s'ils ne vont pas se reproduire en eau douce, s'ils vont rester longtemps en mer ou s'ils ne vont pas rester longtemps en mer. Donc tous ces choix, ils vont les faire en fonction de leur vitesse de croissance. Donc cette vitesse de croissance, elle règle les choix, mais en même temps, elle a des conséquences éventuellement sur la survie des individus. En effet, si vous avez besoin d'avoir une vitesse de croissance importante, généralement il va falloir que vous vous alimentiez aussi en conséquence, même si vous avez éventuellement des prédispositions génétiques à une croissance forte. Et si vous devez vous alimenter un peu plus que les autres pour avoir cette croissance forte, eh bien dans le milieu naturel, ça veut dire que peut-être vous serez amené à prendre des risques pour aller trouver de la nourriture. Et qui dit prendre des risques pour trouver de la nourriture, dit éventuellement un coût que vous devrez payer en termes de mortalité. Donc c'est sur ce compromis, survie-croissance, qu'on a travaillé dans le cadre du projet Salmoclim. Donc c'est un mécanisme fondamental de fonctionnement des individus et des populations. Il faut bien voir que le changement climatique, il va jouer à la fois sur la survie et sur la croissance. Sur la croissance, c'est facile à comprendre parce que les poissons sont des animaux à sang froid. Donc ils réagissent à la température, et la température règle en gros leur température corporelle, donc la vitesse de leur métabolisme. Donc ce qui dit métabolisme accéléré, éventuellement s'il fait plus chaud, dit besoin d'alimenter ce métabolisme accéléré, et donc besoin de trouver de la nourriture. Donc ça va jouer sur la croissance, métabolisme accéléré, conditions favorables à la croissance, mais aussi besoin de trouver de la nourriture pour alimenter ce métabolisme et cette croissance, et prise de risque éventuelle, avec effet sur la survie. Alors il y a un autre aspect du changement climatique qui n'est pas lié à la température, qui est aussi le fait que le changement climatique il va jouer sur les débits des cours d'eau, et en jouant sur les débits, il va jouer aussi sur les interactions entre les individus. Si on a des individus si les étiages sont sévères, on va avoir les individus qui vont avoir tendance à s'accumuler, avoir des interactions de compétition beaucoup plus fortes, avec des effets sur la survie, des réductions de croissance, des difficultés à trouver de la nourriture. Donc derrière ces modifications, disons, survie-croissance, il faut voir aussi qu'on a des individus qui sont divers eux-mêmes, et qui sont divers en particulier au plan génétique. Ils n'ont pas tous les mêmes aptitudes à la croissance, et en particulier le même type de métabolisme. Il y a des individus qui ont des fortes habitudes à la croissance avec des métabolismes rapides, et d'autres qui ont des métabolismes plus lents. Et le changement climatique, il va éventuellement favoriser certains types de génotypes plutôt que d'autres. Donc dans Salmoclim, en fin de compte, un des intérêts du projet, c'est qu'on décline ce problème de l'adaptation à tous les niveaux, depuis le niveau, je dirais, quasiment moléculaire et génétique, donc de la biologie moléculaire. Après ça, on regarde quelles sont les conséquences au niveau de l'individu, de son métabolisme. Après, on regarde comment ça se passe à l'intérieur des populations dans le milieu naturel. Et enfin, on extrapole tout ça dans un contexte de changement climatique avec des expériences virtuelles de gestion simulée sous ordinateur.
On est ici sur le site du Lapide-Chourie, qui est un chenal expérimental géré par l'INRA. Dans ce chenal expérimental fait 130 mètres de long sur 3 mètres de large et il est divisé en sections qui nous permettent de manipuler différents facteurs de l'environnement comme la vitesse ou la hauteur d'eau ou le substrat. L'avantage de ce chenal, c'est qu'on est dans un milieu semi-naturel, donc l'eau vient du ruisseau qui est juste à côté, il y a les variations de température et éventuellement aussi les variations de turbidité s'il y a une crue. Par contre, on est capable de réguler ce débit et la nourriture vient aussi naturellement, ce sont les larves d'insectes qui nourrissent directement nos poissons. Donc pour travailler le facteur densité, on a divisé le chenal en sections de 10 mètres de long sur 1,50 m de large. On avait en tout 16 sections et on avait des sections avec une forte densité de petits saumons et des sections avec des faibles densités de petits saumons. On a fait ça avec des répétitions parce qu'on est dans un milieu semi-naturel, on ne contrôle pas tout, donc il y a quand même des variations entre chaque section, même si les conditions sont identiques. Et donc on avait 4 répétitions pour chaque situation, à la fois concernant la densité et puis le débit qu'on a aussi manipulé. En forte densité, on avait 80 saumons et en faible densité, 40 saumons. Alors on les a mis à une taille qui faisait environ 24 à 25 mm au départ, en mars. Et on les a récupérés en septembre et on a récupéré des poissons qui faisaient jusqu'à 8-9 cm, mais d'autres qui étaient restés à 4-5 cm, qui avaient très peu grandi. Cet appareil, c'est un appareil de pêche à l'électricité qui va nous permettre de créer un champ électrique en courant continu dans l'eau entre l'anode qui est ici et la cathode qui est derrière. Une des réactions du poisson au champ électrique, c'est ce qu'on appelle la nage forcée. Alors nous, ça nous intéresse beaucoup parce que le poisson est irrésistiblement attiré par l'anode. Donc après, l'épuisetier n'a plus qu'à faire son travail de héron et attraper le poisson le plus rapidement possible, puisqu'il faut le sortir du champ électrique avant qu'il soit trop proche de l'anode. Une fois qu'on a capturé les poissons, on va enregistrer toutes leurs caractéristiques. Donc on commence par les anesthésier, pour pas qu'ils risquent de se blesser pendant toutes les mesures qu'on va faire. Donc on les anesthésie, ensuite on les mesure, longueur, on les pèse. On va également vérifier l'état de maturité sexuelle des mâles, parce qu'il peut y avoir des petits mâles qui sont prêts à la reproduction, non pas tout de suite là, mais au mois de décembre. Et puis on va également faire un prélèvement de tissu pour des analyses génétiques ultérieures. Donc on coupe un tout petit fragment de nageoire qui va repousser après ça et qui n'entraînera aucun dommage pour le poisson.
On a mis des alevins qui étaient issus de géniteurs qu'on avait obtenus dans le milieu naturel afin d'avoir une représentativité la meilleure possible de la variabilité des géniteurs en milieu naturel. Donc pour ça, on a été en Bretagne où on a prélevé des œufs et du sperme sur 3 couples de géniteurs. Et on a été aussi au Pays Basque où on a fait la même chose sur 2 couples de géniteurs. Pour ajouter encore de la variabilité, on a pris des géniteurs qui avaient des histoires de vie différentes, c'est-à-dire des femelles qui avaient 1 an ou 2 ans, et des mâles soit qui avaient migré en mer, soit au contraire des petits mâles précoces qui avaient maturé en rivière. Après avoir obtenu toutes ces pontes, on les a mis à grandir et on les a pêchés 2 fois dans l'année, une fois au mois de juin quand ils étaient âgés de 3-4 mois et une fois au mois d'octobre quand ils avaient déjà une dizaine, 8-10 mois on va dire, qui faisaient cette taille-là et pour qui on pouvait voir qui allait maturer précocement, notamment chez les mâles, puisque c'est un élément de leur histoire de vie qui est important. Au bout de ces mois de croissance, on a récupéré tous les alevins, enfin tous les juvéniles par pêche électrique. Alors il y avait des différences de croissance qui étaient assez énormes, hein, puisqu'il y avait des alevins qui avaient pratiquement gardé la taille qu'ils avaient au printemps et d'autres qui atteignaient cette taille-là en termes de juvéniles. On a eu aussi pas mal de maturants précoces. Ce dont on s'est aperçu, en fait, c'était un petit peu contre-intuitif, mais en termes de survie, en tous les cas, là où on a eu la moins bonne survie, c'était avec un débit fort et une densité forte. Et au niveau de la croissance, la meilleure croissance, c'était en débit faible, contrairement, on s'attendait vraiment à avoir une meilleure croissance en débit fort, mais c'était en débit faible et avec la densité la plus faible, on a eu vraiment les meilleures croissances. Pour expliquer ces résultats, l'effet densité, quand même, on s'y attendait parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats dans la littérature qui montrent que les poissons, et notamment le saumon étant territorial, il y a un effet fort sur la croissance. Donc on retrouve cet effet. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est d'une part l'effet de la vitesse de courant, parce que le saumon est vraiment très bien adapté aux vitesses de courant rapides. Il a des grandes nageoires à l'avant, il reste posé au fond. Mais c'est vrai que c'est assez logique si on y réfléchit qu'il dépense moins d'énergie pour aller chercher des proies dans le courant quand le courant est faible que quand le courant est fort. Nous sommes au laboratoire de génétique où on extrait l'ADN des juvéniles et où on analyse l'ADN des poissons. Donc, on extrait l'ADN à partir des petits morceaux de nageoires qui sont prélevés chez les poissons. Et on a mesuré les individus, on les a remis dans le chenal expérimental. Et ensuite, on a fait une seconde pêche à l'automne. On a aussi mesuré les individus. Et là, donc, il a fallu être capable de reconnaître chaque individu pour pouvoir avoir son profil de croissance. On a déterminé qu'en lisant à peu près 10 endroits dans le génome, ça suffisait pour reconnaître chaque individu. Donc, et ensuite, dans un second temps, il y a eu différentes familles qui ont été élevées dans le chenal, en mélange. Et donc l'intérêt a été également que grâce à cette information génétique, en comparant l'ADN des descendants et des géniteurs, on a pu déterminer les parents de chaque descendant et donc étudier l'effet des familles, en fait, est-ce qu'il y avait des mortalités différentielles ou de la croissance différentielle entre familles. Donc ça, c'est un peu aussi une deuxième utilisation des données génétiques. À partir des données génétiques des individus, on compare donc les génotypes des descendants et des parents, et ça nous permet, à partir d'un logiciel d'analyse, de reconstituer les familles en déterminant pour chaque individu quels sont ses parents potentiels, ce qu'on appelle une analyse de parenté. Là, c'est donc les effets famille en fonction de la densité. Donc, faible densité, il y a une plus forte croissance comparée à forte densité, qui nous montre une plus forte croissance en général. Et donc, les effets famille assez forts avec une importance plus ou moins marquée, l'effet de la densité en fonction des familles. D'accord. Effectivement, oui, celle-ci, elle est super variable, alors que celle-ci, la densité, ça lui fait rien du tout. Hein. Ouais.
Ok, et alors la suite? Bah, c'est un peu la même chose, hein. Mais là, on voit que le débit semble avoir quand même un impact plus fort. D'accord. Et bon, toujours avec un effet famille marqué. Et En fonction des familles, l'effet est plus ou moins marqué. tout à fait, oui. Cette famille-là, elle a vraiment Mm, mm. une réaction importante avec une très forte croissance à faible débit, alors qu'elle est vraiment dans les croissances Tout à fait, ouais. normales à haut débit. Donc c'est marrant, on voit que les familles réagissent différemment Ah, aux c'est différents super intéressant. Hein. environnements. Mm. Et alors, maturation précoce, du coup? Bah, on peut s'attendre un peu au même type de choses, hein. Là, on voit D'accord. une différence importante entre familles aussi, avec des familles où très peu de maturation précoce et d'autres, au contraire, où il y a une très forte maturation précoce. Mais là, ce serait intéressant d'aller voir les géniteurs, la qualité des Ouais. géniteurs, pour mieux comprendre est-ce que c'est un effet des parents ou... Et puis recouper aussi avec l'effet famille croissance, quoi, pour voir ce que ça peut donner, Ouais. et quel serait l'effet du changement climatique sur l'ensemble de ces trois. Tout à fait, ouais. Après la phase de croissance des alevins dans le ruisseau semi-naturel du Lapitchouri, on a utilisé les juvéniles pour faire différentes mesures physiologiques. D'une part, mesurer leur métabolisme standard, qui est impliqué dans la croissance, et d'autre part, l'activité de certains gènes qui sont liés soit à la croissance, soit au métabolisme. Alors, on mesure le métabolisme standard des poissons par un outil qui s'appelle la respirométrie. Le métabolisme standard des poissons est très variable d'un individu à l'autre et on essaye de le définir parce qu'on a des poissons qui vont être plus actifs, d'autres moins actifs. Et cette activité, ça va s'associer aussi à plein d'autres comportements comme l'agressivité par exemple ou le fait d'être curieux ou pas curieux qui vont permettre de définir différents paramètres qui vont définir une espèce de personnalité du poisson qui va faire qu'il aura tel ou tel trait d'histoire de vie. Les poissons les plus agressifs ont souvent un métabolisme plus important et parfois une croissance aussi qui va de pair. Et par contre, les poissons qui ont un métabolisme plus faible, ils vont être moins curieux, plus timides, et par contre, leur croissance, en fonction de l'environnement, elle pourrait être soit meilleure, soit moins bonne. Chaque poisson est placé dans une chambre close qu'on appelle chambre de micro-respirométrie qui est alimentée à la fois par un circuit ouvert et un circuit fermé. Et quand on coupe le circuit ouvert, à ce moment-là, on mesure la décroissance en oxygène, c'est-à-dire sa consommation d'oxygène. Donc plus son métabolisme sera fort, plus il consommera, plus il sera faible, moins il consommera. Chacune de ces mesures sont faites grâce à des mesures optiques en fait, avec des fibres qui envoient des petits flashs bleus qui permettent des mesures très, très précises et très rapprochées de cette décroissance en oxygène. C'est une histoire d'allocation d'énergie. Le poisson peut allouer son énergie à la croissance, au déplacement ou à son métabolisme propre. Et donc, il faut savoir comment il utilise cette énergie, parce qu'il ne l'utilise pas pour la croissance, c'est qu'il l'a utilisée à autre chose. Et le métabolisme standard est un élément important de consommation d'oxygène et d'énergie. La troisième partie du projet, qui est un exercice de modélisation. Et donc l'idée ici, c'est de se dire que si on veut comprendre quelles sont les conséquences du changement climatique et éventuellement de modification des pratiques de gestion en lien avec le changement climatique sur les populations, eh bien, il faut expérimenter. Et on ne peut pas expérimenter dans le monde réel. C'est trop compliqué. On ne peut pas prendre on peut pas créer du changement climatique. On peut pas. Donc on est dans l'anticipation et ces expériences, on n'a que le monde virtuel pour les faire. On bâtit un petit modèle qui est représenté de façon très très schématique ici, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on suit le cycle biologique de l'animal. Donc vous voyez, on parle ici de la reproduction. Ici, on suit les phases d'incubation des œufs, puis on a nos petits alevins qui éclosent, puis qui grossissent dans leur rivière natale, et qui partent vers la mer, qui grossissent en mer, et c'est ici la partie marine de leur vie, et qui reviennent dans leur rivière d'origine pour se reproduire. Donc on représente tout ça. Et on représente ça avec les interactions que ça peut avoir avec les changements environnementaux en lien avec le changement climatique. Donc ici, on fait des liaisons explicites entre, par exemple, la survie lors des phases d'incubation et la température et le débit des cours d'eau. Mais on va faire aussi des liens explicites entre la croissance en eau douce des individus et la température et le débit. Et ça, on le représente explicitement à partir des connaissances
qu'on a acquises sur ces mécanismes, parce que sur le saumon, on connaît beaucoup de choses. Et de la même façon, on a les conditions marines ici, qu'on va aussi représenter de façon très sommaire ici, mais en disant qu'elles vont influer sur les capacités de croissance des individus en mer, et que ça va changer au cours du changement climatique. Voilà. Et donc c'est ainsi qu'on peut représenter et faire des scénarios de changements environnementaux et regarder les conséquences. Puis par ailleurs, on va simuler également de la pêche, de l'exploitation qui va prélever, tuer des individus, non pas au hasard, mais sélectivement en fonction de leurs caractéristiques, essentiellement de taille, de poids et de date de retour dans leur rivière d'origine. Et ainsi, on va avoir une exploitation sélective. Donc les premiers résultats de simulation qu'on a réalisés avec ce modèle nous montrent que sous l'effet du changement climatique, si on n'exploite pas, on va dire, la population, qu'est-ce qui se passe? On va avoir tendance, effectivement, à favoriser des individus avec des potentiels de croissance plus faibles, qui vont donc être moins gênés par l'élévation des températures, le renforcement éventuel de la compétition, etc. Et donc qui vont donner aussi, corrélativement, des poissons qui vont avoir des temps de séjour en mer généralement un peu plus longs, puisqu'ils grossissent moins vite en mer. Et de ce fait-là, voilà, on va basculer vers des compositions de population qui sont un peu différentes de celles qu'on a aujourd'hui et qui vont aller avec des retours de saumon dans les rivières, avec des poissons potentiellement plus gros et restant plus longtemps en mer. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui est exploité par les pêcheurs, ce sont préférentiellement ces saumons plus gros. Et voilà. Donc en gros, ce qui est exploité préférentiellement aujourd'hui par la pêche, ce sont les poissons qu'il nous faut pour s'adapter au changement climatique. Et donc on comprend bien que si on exploite ces poissons-là, sélectivement, on force les populations à aller dans un endroit qui n'est pas favorable à l'adaptation au changement climatique. Et donc on est contre-productif, on se tire une balle dans le pied quelque part. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas en tirer trop d'enseignements très concrets en termes opérationnels, mais il faut bien se rendre compte que voilà, il y a beaucoup à réfléchir sur comment on va pouvoir modifier nos pratiques pour nous adapter au changement climatique et permettre l'adaptation des populations au changement climatique, et aussi comprendre que ceci ne se fera pas sans difficulté quelquefois, parce que s'il faut changer les pratiques usuelles, qui concernent l'exploitation par exemple des plus gros poissons, il y a des contraintes d'acceptabilité sociale qui vont avec. Donc ce projet est un projet de recherche. Je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est. Ce n'est pas un projet qui a pour ambition de résoudre la question de l'adaptation du saumon au changement climatique dans son ensemble. C'est un sujet très vaste, mais simplement d'aborder ce sujet sous un angle et sous une question et d'apporter des éléments utiles à la réflexion. Mais je pense qu'en règle générale, il faut bien réfléchir sur la façon dont les scientifiques et les écologistes aujourd'hui peuvent apporter des choses sur ces problèmes d'adaptation au changement climatique. La situation des scientifiques n'est pas toujours très confortable, mais bon, l'adaptation au changement climatique, c'est confortable pour personne. Mais en ce sens que je pense qu'il nous faut être prudent dans ce qu'on est capable de dire aujourd'hui. Il y a une très forte demande de la société, des pouvoirs publics, pour obtenir des réponses, de savoir qu'est-ce qui va se passer demain et comment ça va se passer le changement climatique et quelles seraient les mesures à prendre dès aujourd'hui pour s'adapter au changement climatique. Alors, il y a des endroits où on peut donner des réponses peut-être, mais on est loin d'avoir toutes les réponses. Et je pense qu'il faut faire attention pour les scientifiques à ne pas... c'est difficile de résister à la tentation parce qu'on est très très sollicité, de ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de raconter aujourd'hui.